Bonjour, donc dans cette deuxième vidéo, on va détailler plus en détail à quoi correspondent les transformations physiques, qu'est-ce qui se passe pendant une transformation physique et comment ça peut se modéliser. Alors rappel, transformation physique, la nature de l'espèce chimique ne va pas changer, simplement son état physique qui va changer. Donc les changements d'état physique, vous les avez déjà étudiés au collège. Vous savez qu'une espèce peut être sous forme, la même espèce chimique peut être sous forme solide, sous forme liquide, sous forme gazeuse. On va simplement les écrire dans les modélisations, donc dans les équations, ces états par en indice la lettre S, L ou petit g. Donc ici, sur l'image, vous avez la sublimation du diode, c'est-à-dire le passage direct du diode solide au diode vapeur. Il n'y a pas de liquide, on ne passe pas par l'état liquide dans ce cas-là. La modélisation s'écrira par la transformation diode, donc I2, à l'état solide, avec un petit S, se transforme, avec le symbole de la flèche, en diode gazeux. Voilà, donc je disais dans la première vidéo que quand on a la modélisation, l'équation elle est très simple de reconnaître une transformation physique, c'est le cas. On voit que c'est la même espèce chimique, donc ici le diode, qui simplement change d'état. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau microscopique lorsqu'on observe un changement d'état? Alors, l'état de la matière n'est pas le même à l'état solide, liquide ou gazeux. Les espèces chimiques entre elles n'ont pas les mêmes interactions. Dans les solides, les espèces chimiques qui constituent ce solide sont solidement liées les unes aux autres. Le terme solide vient probablement de là. Il y a un lien solide, rigide, entre les différentes espèces. Par exemple ici les molécules d'eau. Donc les molécules d'eau se tiennent toutes. Elles ont une place très déterminée les unes par rapport aux autres. Il y a généralement même un arrangement spatial régulier. Et rien ne bouge. Les seuls petits mouvements qu'on peut observer, ce sont des mini-vibrations de molécules qui vibrent sur place très légèrement. Donc ça, c'est de l'eau à l'état solide, c'est-à-dire de la glace. Tout est rigide. Au niveau liquide, les molécules sont toujours en contact les unes avec les autres, mais sont moins liées les unes aux autres, donc elles peuvent se déplacer légèrement les unes par rapport aux autres. On peut observer des glissements d'une molécule autour d'une autre. Mais le contact reste réel entre ces molécules, si bien que cet état de la matière n'est pas compressible. On ne peut pas compresser plus les molécules d'eau que ce qu'elles le sont, puisqu'elles sont toutes en contact les unes avec les autres. Donc, il y a déjà des petits mouvements qui peuvent s'observer dans les liquides, des molécules les unes par rapport aux autres, et dans l'état gazeux, alors là c'est encore plus en mouvement, puisque les molécules sont totalement libres les unes des autres. Elles peuvent tourner sur elles-mêmes, elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, elles peuvent se choquer, c'est-à-dire se rentrer dedans, et ce mouvement est totalement désordonné. Voilà, ça c'est l'état gazeux. Quand on chauffe de la matière solide, on va donc petit à petit passer généralement par les trois états, donc solide, liquide et gaz. Si on chauffe un solide, on va observer dans un premier temps que sa température va augmenter. Donc ici vous avez l'évolution de la température de l'espèce chimique en fonction du temps. Donc dans les très basses températures, elle est solide. Et ce solide est chauffé, il évolue donc dans des températures plus élevées. Mais au-delà d'une certaine température, on va observer que pendant un certain temps, la température du matériau ne change plus, mais par contre le matériau change de nature. Le matériau va fondre, c'est-à-dire qu'on va passer progressivement du solide au liquide, tout en restant à la même température. En fait, l'énergie qu'on va apporter en chauffant le matériau ne va plus servir à élever sa température, mais va servir à briser les liaisons que l'on avait dans le solide pour rendre ces liaisons plus souples et permettre aux molécules de glisser les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire d'obtenir un liquide. Ensuite, une fois que tout sera passé liquide et si on continue à chauffer, le liquide monte en température, et arrivé à une certaine température, en chauffant, on va apporter suffisamment d'énergie aux molécules pour les libérer les unes des autres, et donc petit à petit les vaporiser et les obtenir sous forme de gaz. On observera donc un deuxième palier, qui est le temps d'ébullition,
avant de pouvoir réaugmenter en température une fois qu'on aura obtenu le gaz. Donc ces changements d'état sont donc associés à des échanges d'énergie. Les échanges d'énergie sont dans ce sens-là. Si le matériau reçoit de l'énergie pour lui permettre d'évoluer vers un état plus libre, par exemple pour passer de solide à liquide ou de liquide à gaz. On va dire que le changement d'état est endothermique dans le sens où on a besoin de l'énergie venant de l'extérieur pour que cette transformation se fasse. A l'inverse, si on passe d'un état libre, par exemple le gaz, vers un état plus lié, liquide ou solide, là c'est l'espèce chimique elle-même qui va libérer de l'énergie en direction de l'extérieur. Par conséquent, ce changement d'état sera dit exothermique, puisque c'est lui qui va fournir de l'énergie vers l'extérieur. Dans les deux cas, que ce soit dans le sens endothermique ou exothermique, c'est-à-dire que la chaleur vienne vers le système ou qu'elle parte du système, cette chaleur, symbolisée par les lettres Q, se calcule en multipliant la masse du système, donc du matériau, par une constante qui s'appelle la chaleur latente de changement d'état, qui va dépendre de l'espèce chimique qu'on utilise et également du changement d'état qu'on est en train d'observer, par exemple de solide à liquide ou de liquide à gazeux par exemple.